Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette autre édition de Intime Conviction sur votre télévision, la télévision toujours plus proche de vous. Toujours, on ne va pas cesser de le dire, vous demander, comme les de coutume, d'observer la distanciation sociale, d'observer les gestes barrières, de se laver les mains autant que possible, ou bien d'utiliser une solution hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. Alors, avoir un enfant différent, c'est être parent toute sa vie. Une situation qui des fois s'avère être une épreuve pour la famille. Et souvent, il faut aussi affronter le regard d'autrui, le regard de l'autre. L'essentiel dans une situation comme celle-ci, c'est de transmettre autant que possible de l'amour à son enfant. Donc, après les deux témoignages de ce soir, nous allons débattre autour de la question comment gérer l'annonce d'une maladie incurable chez son enfant. Ce sera le thème donc de ce soir. Et avec nous pour en parler, il y a vous déjà sur Facebook. Vous avez la possibilité donc de réagir sur la page de l'émission. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel. Intime Conviction au pluriel. Vous défilez. Vous allez voir le post qui a déjà été fait et vous pourrez commenter en dessous. Ou encore vous rendre sur la page de Canal 2 International où l'émission est diffusée en direct. Et puis, sur ce plateau, avec nous pour en parler, une personne que vous connaissez déjà très certainement, le docteur Magloire Ndongmou, qui est sociologue. Bonsoir. Bonsoir, Aline, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation de plus. Voilà. Et tout à côté de vous, il y a Armand Happy. Vous êtes pédopsychologue. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. Effectivement, je suis pédopsychologue clinicien. Qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes qui nous regardent? À chaque fois que les gens entendent pédopsychologue, c'est la même question qui revient. Et à chaque fois, on a l'obligation d'éduquer sur la connaissance et la compréhension de certaines notions qui sont fondamentales. Alors, qu'est-ce qu'il fait un pédopsychologue? Pédopsychologue. Pédo, ça vient du grec paidos, qui veut dire enfant. Donc, c'est un psychologue pour les enfants. Donc, son rôle, en réalité, c'est de participer à l'évaluation diagnostique des enfants qui présentent des problèmes de santé mentale ou bien des problèmes neurodéveloppementaux et qui également participent à l'élaboration des projets éducatifs individualisés et qui, le plus souvent dans les interventions, coordonnent la prise en charge. D'accord. Bref, brièvement, hein, c'est un psychologue pour enfants. Voilà. Et puis, avec nous pour en parler aussi sur ce plateau, René Djibril Fandou. Bonsoir. Bonsoir Aline. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. C'est vrai qu'on va secouer un peu parce qu'on va réveiller des souvenirs douloureux, mais si ça peut permettre d'édifier les autres, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais et ça me permet aussi de lui rendre toujours un dernier hommage, oui. toujours une partie des hommages que je suis en train de lui rendre en faisant ce témoignage aujourd'hui. Alors, vous êtes ce qu'on appelle un papange. Un papange, il y a des groupes, c'est une sorte de mouvement. Il y a les mamanges et il y a les papanges. Les mamanges, ce sont des mamans qui ont perdu des enfants, des bébés. Donc, des enfants. Donc, le masculin des mamanges, ce sont les papanges. Donc, vous êtes le papa d'un ange. Voilà. Et puis aussi avec nous sur ce plateau, Emma Kamté. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est un honneur. Oui. Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Bonsoir à tous les parents d'enfants autistes. Oui, puisqu'on en parlera ce soir aussi. Vous êtes une maman accomplie. Accomplie, on va pas dire ça, mais une maman qui a pris du courage pour accompagner son enfant et motiver d'autres parents aussi. Voilà. On vous écoutera donc à l'entame de ce programme ce soir. Le décor est donc planté. Place au premier témoignage.
Alors, on débute ce soir avec Emma Kamté. Vous êtes maman du petit... il s'appelle comment? Angérique. Angérique. Ah, vous avez... Pourquoi Ange? Bon, Ange, parce que c'est Ange. Oui. Parce que c'était mon ange. Il y a une histoire derrière le fait que... Non, juste simplement parce que je me suis dit c'est mon premier garçon, donc il est mon ange, c'est tout. Oui. Alors, et c'est votre premier enfant? Oui. D'accord. Alors, à quel moment est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un problème, qu'il est différent? Réellement, ça a vraiment été un peu difficile parce que premier enfant, pas d'expérience. Eric a marché à 2 ans, donc jusque-là, ce n'était pas un problème. Malgré le fait qu'il avait très peur de tout, du sol, de tout. Mais bon, c'est à partir de 2 ans et demi, 3 ans, qu'on s'est rendu compte que vraiment il avait un problème. Peur du sol de tout, comment ça? Parce que tu ne peux pas porter Eric et le mettre debout en public. C'est-à-dire que s'il est entre tes mains, vous êtes quelque part, il ne faut pas le déposer. Il a peur de toucher le sol. D'accord. Oui, mais à la maison, il pouvait rester debout seul, mais dehors, là, il ne pouvait pas. Il avait peur de toucher les choses en dehors de la maison. Voilà. Donc, on s'est rendu compte à 2 ans et demi, 3 ans qu'il pouvait avoir un problème. Parce qu'il ne parlait pas normalement, il n'articulait pas. À 2 ans après, est-ce que ça vous a inquiété qu'à 2 ans, il ne parle pas normalement? Oui, puisque les gens le disaient. Déjà que, comme il a marché à 2 ans, il a marché normalement à 2 ans, à 1 an et demi, on a commencé à faire les massages. Ah, pourquoi est-ce qu'il ne marche pas? Il y a un problème, il n'est pas solide, il était faible, il était mince. Il était faible, pourquoi est-ce qu'il ne marche pas? Donc ça inquiétait quand même. Oui. Donc, mais on se disait que bon, ça va aller, c'est un enfant, il va marcher, il va parler, il va. Donc, mais c'est après 2 ans et demi que les inquiétudes ont commencé véritablement à se faire ressentir. Pourquoi? Au-delà au-delà du langage, au-delà de... Il ne parlait pas du tout Non, non, il parlait, il pouvait dire papa, maman, mais il ne pouvait pas me faire une phrase. Il ne pouvait pas demander quelque chose. Demander quelque chose avec des gestes ou bien... Même avec les gestes. Ah, il ne faisait pas de gestes? Même avec les gestes, il ne pouvait pas dire qu'il veut boire de l'eau. Mais vous faisiez comment pour savoir qu'il a soif, par exemple? Je m'arrangeais à lui donner tout le temps. C'est-à-dire que je contrôlais son alimentation. Donc, donnez-lui à boire, donnez-lui à manger. C'est l'heure de manger, c'est l'heure de boire de l'eau, c'est l'heure de faire ci, l'heure de faire ça. Et la couche, il a porté la couche assez longtemps aussi. Oh, après... Ouais, 3 ans quand même, plus de 3 ans quand même. Il a porté la couche parce que bon, on se disait que non, ça va aller, puisqu'il avait peur de... Même du pot, il avait peur. Ah, il ne s'asseyait pas dans le pot? Non, non, il avait peur du pot. C'était pas aussi évident que ça. Mais bon, ignorance, on ne savait pas ce que c'était. On ne comprenait pas. C'est seulement après son opération des amygdales, puisqu'il a été opéré des amygdales à 2 ans et demi, que l'ORL nous a recommandé chez un spécialiste du langage, qui a mis un mot sur son comportement. Parce qu'il faut reconnaître qu'il bougeait aussi beaucoup. Même quand il avait peur, il bougeait beaucoup. Il touchait à tout, il pouvait courir. Comme tous les enfants de cet âge. Comme tous les enfants. Mais sauf que quand il l'a rencontré, il s'est rendu compte que Eric avait un problème. Ah, d'accord. Là, il a mis un mot, il a mis trouble du comportement, hyperactivité. Il est vrai qu'avant les 2 ans, je m'inquiétais, je demandais au pédiatre, mais pourquoi est-ce qu'il a peur de la consultation? Parce que la consultation, on ne pouvait pas le déshabiller facilement, on ne pouvait pas le mettre sur la table, c'était toujours la bagarre quand il allait à la consultation chez le pédiatre. Donc, j'ai demandé au pédiatre, mais pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas et tout? Et le pédiatre a dit, bon, écoute, essayez un peu de faire un examen, on a fait l'examen EEG, et le résultat... Électroencéphalogramme. Encéphalogramme, voilà. Le pédiatre a dit au résultat qu'il conduisait dans le sommeil. Ah. Bon, il a mis sur des parkings. Donc, c'est après, quand je rencontre le spécialiste du langage, quand il parle de troubles de comportement, que je rentre, commence à faire des recherches. Et là, des parkings, on l'a arrêté. Parce que ça ne correspondait pas à... Parce que vous avez... Voilà, au trouble de développement. Est-ce qu'il réagissait quand vous l'appeliez, par exemple
Réagir s'il est en face de vous et qu'il vous regarde, vous l'appelez, il va venir. Mais s'il a le dos tourné, il va pas venir. On a même cru à un moment donné qu'il avait problème d'audition. Même sursauter, par exemple Non. Il ne sursautait pas Non, quand... non. Sauf qu'il est en face de vous, il vous regarde. S'il a le dos tourné, non. Il ne va pas réagir, il ne va pas venir. On a cru qu'il avait... L'ORL avait même prescrit cet examen-là. Sauf qu'après, je ne l'ai pas fait parce que j'ai commencé à le tester moi-même pour voir s'il entendait. Parce que je ne voyais pas le trajet là, il y a de faire l'examen. Moi, ça me paraissait trop difficile. Donc, j'ai commencé à faire plein de bruit pour voir s'il était... Bon, mais après, je me suis rendu compte que non. Puisqu'il écoutait la télé, il chantait, il écoutait la musique, il aimait bien les dessins animés. Donc, j'ai dit non, il n'a pas un problème d'audition, il entend bien. Donc, je ne suis pas allée faire l'examen. D'accord. À quel moment est-ce qu'on met le nom autisme sur son comportement? Oui, quand on a le mot trouble de développement, on commence à faire les lectures. Bon, cette année-là, il est scolarisé dans une école ordinaire, il est en maternelle. En maternelle, il était hyper actif en classe à l'école. Il participait bien, même s'il chantait tout ce qu'on faisait en classe, mais ça ne sortait pas, sauf que vous reconnaissez au rythme. Après ça, il a fallu qu'on trouve une école qui peut l'accepter, puisqu'on a commencé à dire trouble de développement. C'est donc un éducateur spécialisé qui a mis le mot sur qui m'a parlé de l'autisme. Il jouait avec ses camarades à l'école? Non, il restait avec la maîtresse. Il ne jouait pas avec ses camarades, il allait coller la maîtresse. Donc, il arrivait le matin, il est assis à côté de la maîtresse jusqu'à ce qu'on le récupère après. Il avait peur de ses camarades. Mais et puis, à la maison, est-ce que les voisins, les petits voisins, est-ce qu'il avait accès à des petits voisins avec qui il jouait? Non, malheureusement, les petits voisins, il avait peur des voisins, en fait. Ah, il ne jouait avec personne? Il ne jouait avec personne. Il ne voulait pas, peut-être seulement avec les cousins qui venaient à la maison, mais les voisins, non. Ah, donc il avait l'habitude quand même de jouer avec d'autres enfants? Oui, mais les voisins, il restait à la véranda, il les regardait comme ça, il fuyait entre. Il ne jouait pas avec les voisins. D'accord. Alors, et quand on vous a annoncé, quand ils ont mis le mot autisme, comment est-ce que vous avez réagi? Alors, première réaction? C'est pas le mot autisme qui fait très mal. Parce que autisme, c'est un mot nouveau. Oui. On vient de l'entendre et puis on ne sait même pas ce que c'est. On sait seulement qu'on a lu sur Internet, l'enfant va être différent, il va être lent. Mais je vois que mon fils n'était pas lent. Il va être différent, il va peut-être pas parler. Mais en fait, la difficulté, ce n'est pas le mot. La difficulté, c'est votre enfant ne sera jamais autonome. Ça, c'est le mot qu'on nous fait comprendre tout de suite quand on a le diagnostic. On se dit que l'enfant ne sera jamais autonome. Et comment vous avez réagi? On n'a pas de solution. C'est très douloureux. Ça, il faut le reconnaître que j'ai passé des semaines à pleurer toutes les journées. C'était vraiment difficile de se rendre compte que j'ai fait un enfant qui ne sera jamais autonome, qui va toujours être menacé par ses camarades, qu'on va toujours taper à l'école, que la maîtresse va toujours gronder parce qu'il écrit doucement, qui ne va pas faire comme les autres enfants, qui ne sera pas fort. Bon, c'est ça qui fait mal en fait, c'est pas le mot. Le mot, c'est juste un mot qualificatif, mais ce n'est pas le mot, c'est ce qui va devenir qui fait mal. Parce que là, en ce moment, on n'a pas encore de solution, on ne sait pas quoi faire. Mais on vous miroite quand même que non, il faut qu'il aille à une école spécialisée pour avoir une éducation et tout. Mais vous étiez un peu perdu? Oui, on est un peu perdu. Voilà. On est beaucoup perdu même. Alors, première réaction d'abord avec le sociologue, le docteur Magloire Ndokmo. Est-ce que c'est récurrent comme ça, des parents quand même qui à cet âge, à 2 ans et demi, qui se soucient de ce que l'enfant ne parle pas encore, l'enfant il n'interagit pas un peu comme il faut? Est-ce que dans d'autres contextes, c'est facile de poser un diagnostic de cette maladie-là assez tôt? Récurrent ou pas, je crois c'est après une étude que l'on peut se prononcer sur la question, mais je crois quand même que des personnes naissant avec une infirmité, c'est notre quotidien. On a un jour ou un autre eu à rencontrer un enfant pareil, soit dans sa famille, soit dans le voisinage, soit en chemin. Ça fait partie de notre quotidien. Notamment pour nous autres qui sont dans les grandes métropoles comme Douala, où on a plus de 5 millions d'habitants, la probabilité d'en rencontrer est très grande. Le diagnostic est-il tôt? Malheureusement, non. Le diagnostic n'est pas tôt parce que, étant donné que nous sommes dans une société en constitution,
nous sommes dans des jeunes États qui se mettent en place depuis un demi-siècle. Toutes les institutions se mettent en place, même les institutions hospitalières, elles aussi se mettent en place. La santé, est-ce qu'on peut parler d'une santé camerounaise? Elle aussi, elle se met en place. Les pratiques de prise en charge se mettent progressivement en place. Donc, ce qui fait que tout va à part de tortue pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on va voir les possibilités qu'offre la médecine aujourd'hui sont vraiment très prodigieuses, comme par exemple... elles sont porteuses, l'offre médicale d'aujourd'hui. Déjà, on a la possibilité de faire des diagnostics des cas pareils lorsque l'enfant est encore même à 2 mois, lorsque la mère est encore à 2 mois de grossesse. Oui, mais je veux dire, est-ce que les parents ont la culture d'aller rapidement... Les parents n'ont pas cette culture pour plusieurs raisons. J'ai dit que les institutions se mettent en place et l'accès à la santé aussi, elle est faible dans notre pays, il faut le reconnaître, en raison des nombreuses barrières que nous rencontrons. Comme nous avons le cas de l'enseigner dans le cadre de la société médicale, la barrière financière par exemple, la barrière financière, la barrière culturelle. Oui. Par exemple, il y a un diagnostic social autant qu'il y a un diagnostic médical. Lorsqu'un enfant présente une certaine forme de pathologie que l'on peut diagnostiquer en famille, alors il y a un certain nombre de recours thérapeutiques auxquels qu'on mobilise. Et le recours qu'on fait n'est pas nécessairement un recours technique, un recours médical. Habituellement, c'est un recours culturel, notamment ethnoculturel. C'est-à-dire... Les grands-parents peuvent intervenir pour dire à partir de l'expérience qu'ils ont eu avant nous, un enfant qui présente des cas. Par exemple, elle a dit on a commencé par masser les pieds. Quand elle se rend compte que son enfant ne marche pas, à près de 2 mois, de 2 ans, pardon, elle commence à masser les pieds. Et vous allez voir notamment le dispositif thérapeutique mis en place. On va par exemple dire masser avec télécorse, ainsi de suite. C'est en quelque sorte les itinéraires thérapeutiques dans notre pays habituellement. De sorte que c'est lorsque cette prise en charge sociale, qui est à la fois ethno-culturelle, ne marche pas, que l'on fait recours à une prise en charge plus technique qui, malheureusement, certes est une prise en charge plus indiquée, mais qui n'est pas à notre portée, pour des questions multiples. Par exemple, pour des questions d'argent, mais surtout pour des questions culturelles. Pour des questions culturelles. Donc, ce qui fait qu'on y fait recours un peu tard, d'où la nécessité aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui de plus en plus avec le coronavirus de la santé publique, d'où la nécessité vraiment pour le ministère de la Santé publique de prendre à bas le corps des problèmes pareils pour dire comment est-ce que l'on peut anticiper pour pouvoir mieux gérer des situations des enfants naissant avec des pathologies comme ça. Elle va d'ailleurs nous dire comment il va. Notamment pour doter les familles des attitudes nouvelles, des compréhensions nouvelles, des connaissances. Par exemple, elle découvre le cas de son enfant quasiment au-delà de 3 ans. Qu'elle sait de quoi il est question. Ce qui est une catastrophe lorsqu'on voit le niveau de médecine, l'avancement de la médecine. Après, catastrophe ailleurs aussi, c'est quand même une maladie. Donc, justement, le psychologue nous dira, on a la possibilité de le savoir plus tôt. Mais sauf que dans notre environnement, tout n'est pas mis en place pour qu'on le détecte très tôt. On y va à tâtons. Habituellement, c'est comme ça. Madame, c'est pas votre cas, c'est le contexte culturel se prête à des situations pareilles. On y va à tâtons comme ça, petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, on en vient à découvrir. Alors, et puis moi, je vais me tourner vers Armand Apikepedo, psychologue. On va déjà analyser le cas de Emma Kamté. Est-ce que c'est facile de poser assez tôt le diagnostic de l'autisme? Est-ce que c'est facile de poser assez tôt? C'est-à-dire à moins de 3 ans, par exemple. De l'autisme. La réponse est oui. Maintenant, quels sont les signes tant qu'on y a... J'en viens. La réponse est oui. Maintenant, comment est-ce qu'on en arrive à ce diagnostic précoce qui est de plus en plus recommandé dans les milieux de soins en santé infantile? La première chose à savoir, c'est que le diagnostic de l'autisme est un diagnostic purement clinique. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un examen médical qui permette de rendre compte de ce diagnostic, un peu comme si, un peu comme un examen pour détecter le paludisme. Alors, quels sont les signes qui devraient alarmer les parents? Déjà, si vous avez un enfant qui ne vous regarde pas dans les yeux quand vous lui parlez,
ou bien lorsque vous lui donnez à manger, ou bien lorsque vous l'habillez. Un enfant qui n'est pas capable de répondre à votre sourire par un sourire, un enfant qui n'est pas capable de répondre ou bien de réagir lorsque vous l'appelez par son nom, un enfant qui, après 1 an et demi, ne parle pas, ne dit pas ses premiers mots, c'est inquiétant. Dans notre entourage, on est souvent très rassurant là-dessus. Non, ben, ça va. Oui, ça va aller jusqu'à voilà, 4 ans, 3 ans. Voilà. Oui, des fois. Voilà. Donc voilà quelques éléments qui peuvent attirer l'attention de l'entourage. Mais est-ce que certains éléments peuvent être pris chacun à part ou bien c'est un ensemble? Bien sûr, c'est un ensemble. C'est un ensemble d'éléments qui doivent être mis ensemble pour aider à poser un diagnostic. D'accord, donc l'un ne pourrait pas, on ne peut pas avoir 3 symptômes et se dire que... Généralement, dans l'autisme, les premières difficultés sont au niveau de la communication interpersonnelle, la communication sociale entre l'enfant et la maman. Ça veut dire que un parent qui observe son enfant va se rendre compte que c'est un enfant qui ne réagit pas comme les autres enfants. Et c'est souvent difficile pour certains parents, pour certains enfants d'avoir un diagnostic précoce lorsque l'enfant est le premier-né. Ça veut dire qu'on n'a pas eu l'expérience d'observer un autre enfant. Ce qui fait que face à cet enfant-là, on ne sait pas toujours si ce qu'il fait est normal ou pas normal. Et si on a à côté de soi un entourage qui est très rassurant, on peut laisser le temps passer sans lui apporter les éléments nécessaires pour un diagnostic. Donc, maintenant, progressivement, quand l'enfant se développe, il y a d'autres signes qui s'ajoutent, notamment au niveau... comment on appelle ça, au niveau des troubles de comportement ou bien des comportements stéréotypés et répétitifs. Donc, c'est un enfant, par exemple, qui n'a pas la capacité de compréhension de certaines situations. Il n'a pas la capacité d'exprimer ses besoins, ce qui fait qu'il va développer un langage particulier pour exprimer certains besoins. Par exemple, lorsqu'il a soif, il peut venir tenir votre main pour vous amener là où il y a un gobelet, un verre, pour vous dire qu'il veut, par exemple, boire. Voilà, ça c'est un style de langage qu'il va développer. Ou bien un enfant qui va rester pendant des heures à fixer une lampe pendant des heures, parce que ayant des difficultés au niveau sensoriel. Voilà, il est à la recherche des stimulations visuelles. Ou bien un enfant qui a peur des bruits. Donc, lorsque peut-être votre téléphone, vous êtes en train de manipuler, il va se mettre à se boucher les oreilles ou bien à hurler parce que effectivement, il a cette difficulté à pouvoir réguler son fonctionnement sensoriel. Vous allez voir, par exemple, un enfant qui est installé dans ce qu'on appelle des routines. Donc, il est dans ce qu'on appelle l'immuabilité du comportement. Lorsque on change la situation sans qu'il soit prévenu à l'avance, ça crée un dérèglement dans son fonctionnement habituel. Quoi, par exemple? Ça veut dire que si c'est un enfant qui est habitué à boire dans un verre rouge, par exemple, et que vous vous levez un matin, vous donnez à boire dans un verre cassable, vous voyez que ce n'est plus la même situation. La situation a été modifié et il peut réagir par des pleurs, il peut réagir simplement parce que cette nouvelle situation, il ne la comprend pas. C'est une situation qui n'est pas habituelle. Donc, c'est quelqu'un qui a défini des routines, un peu comme si vous vous leviez chaque matin pour aller au marché, vous prenez le même itinéraire. Ça veut dire que vous vous levez le matin, vous allez au marché en prenant le même itinéraire. Un matin, on change d'itinéraire. Donc, ça fait que vous ne vous retrouvez plus dans votre confort que vous avez dans construit. ce petit rituel. Voilà, effectivement. Voilà, donc ça, ce sont des éléments qui aident effectivement à comprendre le fonctionnement de la personne au quotidien. D'accord. Et si vous avez écouté l'histoire que Emma a présentée, tous ces éléments, ou bien la majeure partie de ces éléments sont revenus dans ce qu'elle a dit. Oui, oui, effectivement. Alors, on va prendre le second témoignage de ce soir avec René Djibril. Merci une fois de plus d'être là ce soir, René. Je vous appelle René ou bien Djibril? René. René, oui. Alors, il avait quel âge, votre petit 7 ans. 7 ans. Il s'appelle comment? Nathan. Nathan, oui, c'est Nathan. Alors, Nathan était trépanocytaire, oui.
Oui. Alors, à quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait peut-être pas? Vous avez eu des doutes? Je me suis rendu compte presque à un an et demi avant sa mort. Un an et demi avant sa mort parce que il était toujours constamment malade. Il pouvait faire 3 mois en bonne santé, il court, il joue, il fait tout. Mais après un mois là, il est malade. Alors, à quel âge est-ce qu'il a commencé à... Je veux dire que, à quel âge est-ce qu'il a commencé à développer des... Enfin, Depuis son bas âge. C'est-à-dire? Depuis son bas âge, depuis l'âge même de 1 an, 2 ans. Depuis le bas âge. Qu'est-ce qu'il avait? Mal d'articulation, parvenait pas à marcher, parfois c'est le ventre, bon bref, des petits trucs. Et de temps en temps, quand on est à l'hôpital, on lui prescrivait les remèdes de sang, on lui trouvait qu'il est tout anémié. Il avait tous les remèdes de sang, tout le temps. Et à chaque temps, on disait toujours que non, c'est la rate. Bon, je me rappelle que j'ai eu à traiter la rate au moins à 6 reprises parce qu'il avait tout le pot de sang. On a traité au moins à 6 reprises. Après que j'ai dit on a décidé, on a dit non. À l'hôpital, hein, vous traitiez ces problèmes au niveau de sa rate à l'hôpital? Non, à l'hôpital, la rate c'était à l'indigène. On le faisait à l'indigène. La rate, on le traitait à l'indigène. Au moins à 6 reprises parce qu'il avait toujours le problème de sang. Donc, ce qui fait que il fallait toujours qu'on ait les remèdes de sang à la maison constamment puisqu'il prenait compte tout le temps parce qu'il était toujours en anémie. Bon, après, on a vu que bon, cette année, ça n'allait pas puisqu'il était vraiment menacé. On a dit qu'il fallait qu'on fasse un peu les examens. C'est quand on a fait les examens maintenant que on a découvert que la tête parasitaire. Et là, donc, on a commencé à suivre. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cela? Oui, j'avais déjà entendu parler de cela. Et quel était votre ressenti par rapport à cette maladie? Je veux dire que, qu'est-ce que vous en pensiez? Je le prenais comme une maladie, comme tout le reste des maladies, malgré qu'il y a un truc, malgré qu'il y a le fait qu'on dit toujours que quelqu'un peut partir à n'importe quel moment. Donc, je prenais ça aussi comme ça. Bon, je disais que, bon, en fait, même si c'est ça, Dieu peut faire en sorte qu'il arrive à atteindre un certain âge. Puisque j'ai entendu toujours parler que c'est quand tu atteins déjà cet âge, tu peux un peu... Bon, dès qu'on m'a dit ça, j'ai dit... Comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez fait ce jour? Ce jour, quand je suis rentré de mon petit boulot, je suis passé pour voir les résultats. Quand je suis arrivé, j'ai pris les fiches des résultats. Dès que j'ai constaté ça, il était avec moi là. Il était en train de jouer avec moi là. Bon, quand j'ai vu ça, bon, je n'ai pas aussi voulu faire comme s'il y avait quelque chose de très grave sur le papier. On a continué à jouer, là, et puis il y avait l'ordonnance, je suis allé à la pharmacie, j'ai acheté les remèdes. Je suis rentré, je suis encore resté un peu pendant 30 minutes, puisqu'il était avec sa grand-mère, chez sa grand-mère, c'est le week-end, il était à sa grand-mère. Et puis dès que j'ai laissé les médicaments qui étaient partis à la pharmacie, je suis rentré à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, je me suis assis. J'ai dit mon Dieu. Quand j'ai dit mon Dieu, j'ai baissé la tête. J'ai commencé à pleurer. Parce que plusieurs choses se passaient dans ma tête. Lesquelles? Lesquelles, je ne peux pas vous dire lesquelles, mais beaucoup de choses se passaient dans ma tête. Je me suis posé une question ce jour-là. J'ai dit, mon Dieu, c'est l'unique. Donne-moi alors la force maintenant de pouvoir le maintenir jusqu'à un certain âge. C'est comme ça. Puis je me suis mis à pleurer. Après, je suis allé me coucher dormir.
Bon, c'est comme ça qu'il s'est investi. Est-ce que vous en avez parlé aux gens autour de vous? Je veux dire, est-ce que vous avez tenu les familles informées de ce que, voilà, Nathan est malade, il faut prendre un peu plus soin de Nathan? Oui. Comment est-ce que la famille a réagi, les proches? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce qu'ils vous ont reproché, par exemple Non, non, pas reproché. Certains me donnaient certains conseils, comment je devais faire avec lui. Et puisque l'enfant vivait à sa mère, c'est comme ça que moi, parfois, je transmettais ça à sa mère. Bon, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Bon. C'est comme ça. Et puis, on essayait un peu de gérer un peu sa situation de temps en temps pour qu'il puisse un peu avoir le sourire. Donc, alors, comment est-ce qu'on se sent quand son enfant, là, c'est sur le plan physique, hein, vous dites tout le temps, maman, papa, j'ai mal au corps, papa, j'ai mal à la tête, et vous êtes impuissant et que vous savez que ça va faire une énième hospitalisation? ça fait vraiment très mal. Très mal parce que il y a des moments où parfois, comme je passais les week-ends avec lui, il y a des moments où je peux aller le prendre le vendredi. Le vendredi, on est le vendredi tout là, nous sommes bien, il joue, il court, il fait tout. Le samedi matin, c'est même lui qui me réveille que papa, on part à quoi? Papa, on part à quoi? Dès qu'on part à quoi, on passe toute la journée. Et puis, un moment donné comme ça, là, je me vois, il est couché. Je dis, attends, c'est quoi? Parce que papa, mon ventre. Mon ventre. Il dit qu'il y a quoi son ventre? Mon ventre fait mal. C'est comme ça que j'emballe une fois, je me fais mieux, puisque j'emballe une fois, il va revenir à la maison. Il y a ces médicaments, ça calme un peu. On dort la nuit aux environs de 1h30. Je le vois en train de pleurer, il me dit papa mon ventre. Il se lève, il s'accroupit sur le lit, il baisse la tête, il arrête le ventre. Papa mon ventre, c'est mal. Après il me dit papa masse ici. Là. Je reste comme ça, je le vois en train de souffrir, j'ai envie de pleurer, mais je m'abstiens. Et si je pleure, il serait encore plus mal à l'aise. Je suis obligé de sortir comme ça là, à 7 heures là. Je pars à la pharmacie pour trouver au moins ce qui peut au moins se calmer, seulement pour qu'il puisse dormir. C'est comme ça que je rentre. On dort. Puis le matin, on commence la procédure habituelle qu'on avait à faire avec lui. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour? Il est parti. Puisqu'il vivait avec sa maman, je connaissais que quand sa mère m'appelle, c'est qu'on me dit que ça ne va pas. Quand elle me dit que ça ne va pas, du coup, immédiatement, je vais là-bas. Parce que je savais que même quand on me dit que ça ne va pas, même il était tellement attaché à moi que quand sa mère me dit que ça ne va pas, viens. Je viens. S'il était à 100% de maladie, dès qu'il me voit, il va au moins descendre au moins 80% de maladie. Oui. Oui. Vous étiez un peu sa boule d'énergie. Ouais. Oui. Donc, quand je pars, parfois quand je pars, je trouve que ça ne va pas. Il me dit, papa, rentrons. On rentre. Je passe la nuit avec lui. Bon, ce jour-là, c'était le 2 septembre, jour de rentrée. C'était vraiment là ce jour-là. Je suis resté aux environs de 16 heures quand mon téléphone a sonné. On m'a seulement dit que Nathan est mort. Ah, il vous a dit ça. Il vous a dit ça. Oui. C'est sa grand-mère qui m'appelle. Elle me dit Nathan est mort. Le téléphone que la grand-mère est tombé. Je suis mis à pleurer. Puis je suis allé là-bas. Je me trouvais couché. J'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. On m'a dit, il a chuté comme ça. Le temps de l'amener à la Kensini, puisqu'il suivait, il avait un suivi au pavillon et tout à la Kensini là-bas. Le temps d'arriver à la Kensini, il a lâché.
Donc, c'est comme ça qu'il est parti. Et vous, il est présent dans votre cœur en tout cas? Toujours, toujours, toujours. Trop présent même. Trop présent parce que jusqu'à présent, il y a des nuits où je dors, je me retrouve avec les larmes aux yeux le matin, les larmes, le lait mouillé des larmes, quoi. Donc je pleure dans les rêves. Je pleure dans les rêves. Il y a des moments où je me lève, surtout le week-end, parce que je passais beaucoup plus mon week-end avec lui. Et parfois, les samedis, même j'ai la peine de me lever. Oui. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a plus Nathan. Personne à côté de moi pour me déranger. Alors, on va marquer une pause. Moi, je vais comme ça poser la question à Armand. Happy, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait dans ces cas-là quand on a un enfant qui a été longtemps malade, qui a été longtemps souffrant, à quel moment on arrive à faire le deuil de cet enfant? Avoir un enfant différent, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est une expérience pénible pour le parent parce que chaque parent vit une relation avant la naissance de son enfant. Ça s'appelle l'enfant idéalisé. Et lorsque l'enfant naît, le parent également construit un projet de vie avec l'enfant et pour l'enfant. Mais lorsqu'il savait que l'enfant est différent, cela entraîne une dégradation de cette image construite autour de l'enfant. Et du coup, peuvent survenir des émotions difficiles, pénibles, la tristesse, la colère, l'angoisse, etc. Oui, mais ma question c'est comment est-ce qu'on fait le deuil? Parce qu'on est en train de... Il faut qu'on rentre dans le débat bientôt. Justement, comment faire le deuil? Tout commence par la manière avec laquelle l'annonce du diagnostic est faite et comment est-ce que les spécialistes arrivent à éduquer le parent sur la situation de l'enfant. Si le parent a une bonne information sur la situation de l'enfant et sur ce qui peut se passer par la suite, cela peut être un bon début pour intégrer la situation de l'enfant et essayer de se projeter par rapport à cet enfant-là. Maintenant, il peut arriver que malgré ça, le parent n'ait pas suffisamment de ressources personnelles et ou de ressources dans son entourage pour pouvoir faire face à la situation. On pourra lui apporter une intervention spécifique dans le cadre de l'aide aux aidants naturels. C'est-à-dire que l'impact ou bien le rôle des équipes soignantes est déterminant dans l'accompagnement et dans la gestion de la différence que le parent découvre chez son enfant. Mais là, moi, je parlais de faire le deuil de son enfant. Oui, bien sûr. Faire le deuil suppose qu'on est aussi accompagné dans le processus. Parce que si on laisse le parent tout seul dans ce processus, il peut se braquer. Donc, vous pensez que dans notre contexte, je pose la question au sociologue, docteur Magloire Dormeau, notre contexte est aménagé de sorte que les parents soient accompagnés dans leur processus de deuil? Pas du tout. C'est déjà la réponse. Est-ce que vous nous retrouvez dans les propos de Armand Happy? Je suis enseignant d'un cours qu'on appelle la psychosociologie des organisations et en introduisant habituellement ce cours, je pose souvent la question, la problématique de la pratique, la connaissance de la psychologie et la pratique dans notre société. Nous sommes loin de comprendre la nécessité de la prise en charge. D'ailleurs, les gens pensent que les Noirs sont forts et que les Noirs n'ont pas besoin de la prise en charge psychologique. Et moi, habituellement, j'ai dit non, c'est pas qu'ils sont forts, c'est qu'ils ont les marabouts, les pasteurs, les prêtres pour faire le maraboutisme sur eux. Malheureusement, non. On fait le deuil tout seul. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à tâtons, on se bat tout seul.
ceux qui sombrent, ceux qui réussissent à survivre et vivent peut-être avec une béquille psychologique ou avec une déformation toute leur vie, ils font avec. Malheureusement, c'est ça. Vous avez vu tout à l'heure, il a parlé du deuil qu'il fait même dans la nuit, dans les songes, il pleure. Oui. Je voudrais mentionner une chose, c'est que, et il faut qu'on le comprenne, si vous avez eu le cœur brisé, pour quelque raison que ce soit, comme la perte d'un être qui vous est si cher, il est possible, je passe sous le contrôle du collègue psychologue qui est à ma gauche, il est possible que vous en guérissiez, que vous trouviez une vie normale. J'espère que je ne me trompe pas, chers collègues. Pas du tout. Il est possible. Et ce que je veux que les gens comprennent, c'est qu'ils sachent ça. Si on a perdu un enfant et qu'on a le cœur meurtri, c'est valable pour toute autre chose. Hein. On peut perdre un amour, on peut perdre un enfant, on peut perdre un parent, on peut perdre un boulot. Il est possible qu'on guérisse. Or, il s'avère, c'est vrai que notre cerveau est conçu pour s'auto-réparer lorsqu'on a fait face à un tel choc. Mais sauf que parfois, il arrive que le choc est tellement fort que notre cerveau perd toutes ses capacités d'auto-réparation. D'où on a besoin d'une intervention technique. D'où le recours, oui, d'où l'intervention des spécialistes. Accompagné de frais, oui, bien sûr. Oui. Accompagné de frais. Bien sûr, c'est vrai, il y a aussi cette prise en charge. Bon, c'est vrai qu'il y a un itinéraire thérapeutique de prise en charge de la santé mentale aussi chez nous. Habituellement, je le dessine comment? Dans les cadres de cours de psychosociologie de la santé, je le dessine comment? Habituellement, on se bat tout seul parce qu'on est le premier à faire le constat de ce qu'il y a quelque chose qui nous gêne un peu, même si on n'arrive pas à y donner un nom. On se bat tout seul. Quand ça nous dépasse, on le fait découvrir. Ça se manifeste dans la communauté. Et la communauté, notamment les membres les plus proches de la famille, le détectent. Et puis, nous aide aussi à travers les ACS. Ça va aller, il faut prier. Après, entre en scène la troisième étape qui est celle de la prise en charge religieuse. La prière entre en scène, les pasteurs entrent en scène, les marabouts entrent en scène. Tout ça, c'est la même chose. Ils entrent en scène. Lorsque on est totalement dépassé, et le dernier recours dans cette prise en charge religieuse, ce sont les grands pasteurs qui vont faire les désenvoûtés. Lorsque le pasteur s'est rendu compte là vraiment il ne peut tout est devenu catastrophique, c'est là on fait recours à la prise en charge technique. Sauf que ce que j'ai l'habitude, et pour sortir, sauf que ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que il y a à la Quintigny des petites cellules là comme pour les prisonniers là, où quand le patient arrive à cet état là, on vous enchaîne, on met là-dedans. Mais pourtant, mais bien sûr, au pavillon psychiatrique c'est comme ça. Le cabanon. Oui, effectivement. Donc, mais on peut éviter ça. Ce que je voudrais que les Camerounais comprennent. On peut éviter ça à une condition que dès le premier jour de votre mal, de votre premier symptôme, que vous fassiez recours à une prise en charge. Tout à l'heure, il nous dira justement combien ça coûte des prises en charge psychologiques. Alors, juste derrière la vidéo de cet internaute, voilà, qui réagit au thème de ce soir, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment gérer l'annonce d'une maladie incurable chez son enfant? On se retrouve juste derrière. Yo, salut, moi c'est 10 millions la star mondiale. En fait, c'est pas facile de gérer l'annonce d'une maladie incurable chez son enfant, mais tout aussi dépend de la foi. Lorsque vous avez la foi en Dieu, lorsque vous avez l'idée dans la tête que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui répond, soit c'est Dieu qui sait comment manier sa créature, vous n'avez pas ce problème. C'est pas facile. C'est pas facile de savoir que peut-être mon enfant ne pourra plus faire certaines choses dans la vie. Ça fait mal au cœur, mais on va faire comment? Le fait est déjà fait. Alors, on rentre justement dans le thème de ce soir. Comment gérer l'annonce d'une maladie incurable chez son enfant? Vous, déjà, comment est-ce qu'il a fallu du temps pour que vous intégriez que votre enfant sera dorénavant est différent? Oui, il m'a fallu du temps. Il ne faut pas que je dise la vérité. Il m'a fallu beaucoup de temps. Du moment où on se rend compte, où on apprend par le professionnel que l'enfant sera différent, déjà, on se pose beaucoup de questions. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment s'y prendre? Où trouver la solution? Qui vous a aidé
à vous retrouver dans cette sorte de séisme, ce séisme qui m'a aidé, franchement. À vous reprendre. J'ai beaucoup d'ombre là-dedans, parce que je ne sais pas exactement comment j'ai pu m'en sortir. Il est vrai que j'étais une personne qui allait beaucoup à l'église, qui a rencontré des frères en Christ. On a beaucoup partagé sur la question. Docteur Maglan Dormo avait raison. Ouais. On a prié, on a eu en fait, beaucoup de courage donné par des uns et des autres. Et surtout la lecture. En fait, ce qui m'a le plus aidé, c'est la lecture. C'est qu'on se rendait compte que dans la lecture, on découvrait les parents qui... il est vrai qu'il y a 10 ans, ce n'était pas encore comme aujourd'hui. Mais on a quand même pu découvrir les parents dans la lecture qui avaient de l'espoir, qui par un certain accompagnement commençaient à voir leur enfant évoluer. Donc c'est à partir de là, aussi l'espoir de se dire, il faut prendre tel complément alimentaire, ça va aider. Tel complément alimentaire, ça va aider. Telle méthode, ça va aider. Donc tous ces espoirs-là, en fait, c'est l'espoir. Tout cet espoir-là a permis de faire le deuil, si vous voulez. De faire le deuil. Non, de tenir le coup. Enfin, de faire le deuil, d'accepter. D'accepter. Oui, d'accepter et de se jeter au travail, en fait. Oui. Et aujourd'hui, il a 13 ans. Aujourd'hui, Eric a 13 ans. Il aura 14 ans le 19, dans quelques jours. Ça va alors il y a eu d'autres enfants? Oui, j'ai une petite fille qui a 4 ans bientôt, 14 ans et demi. Ça va et ça va. On a espoir que ça ira mieux, beaucoup plus mieux encore. Parce qu'Eric aujourd'hui, c'est le gars qui est pratiquement autonome. Il prend son bain tout seul, il mange tout seul, il réclame quand il a faim. Il peut rentrer à l'école tout seul, mais sauf que comme on a peur, puisqu'il ne parle pas bien, puisqu'il ne peut pas s'exprimer, il va pas vous expliquer où est-ce qu'il va exactement. Même si c'est où il va, on ne le laisse pas tout seul quand il rentre de l'école. Mais c'est le gars qui est à la maison, peut prendre son bain tout seul, peut manger tout seul, peut faire son lit, peut se coucher, peut dormir, peut se laver le matin, s'habiller tout seul. Donc, il n'a pas besoin de beaucoup d'assistance à ce niveau-là. Donc, Eric est pratiquement, on va dire, je vais dire autonome à 60%. Est-ce que vous êtes un peu plus sereine aujourd'hui, un peu sereine, oui et non. Oui, parce que Eric a beaucoup évolué. Non, parce que dans le contexte actuel au Cameroun, non seulement l'accompagnement d'un enfant est très très difficile, avant de pouvoir trouver les canaux qui ont permis qu'aujourd'hui on puisse véritablement aider mon fils, ça n'a pas été facile. Donc au départ, on a rencontré beaucoup de charlatans sur le chemin qui vous font croire qu'ils ont fait une formation, qu'ils peuvent accompagner l'enfant, mais sauf qu'ils ne sont même pas capables de vous expliquer comment est-ce qu'ils font avec les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire avec un enfant? Comment est-ce qu'il faut l'accompagner? Il vous dit, dépose l'enfant au centre, ça coûte 1 million de francs et après, tu n'as pas de retour. Ça peut aller jusqu'à 1 million? Ça va jusqu'à plus d'1 million. L'année? L'année. Et il y en a qui vont même à 500 000 francs le mois, je ne vous dis pas. Oui. Donc, je me suis fait, je vais dire, entuber comme ça pendant pratiquement 3 ans, à espérer que le centre dans lequel j'ai mis mon fils, ça allait plutôt l'aider. Mais là, c'était une erreur. J'aurais dû le laisser à l'école ordinaire. Avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, on aurait pu installer un projet éducatif bien organisé avec cet argent-là et Eric aurait beaucoup mieux évolué. Donc aujourd'hui, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a pu découvrir, on a pu avoir autour de nous des professionnels qui sont capables de nous dire exactement comment est-ce qu'il faut accompagner l'enfant, qu'est-ce qu'il faut faire avec lui, comment marcher et pour pouvoir véritablement voir la progression de l'enfant. Alors vous direz que finalement, cette prise en charge a un coût, ou bien vous direz que cette prise en charge, en fait, le coût, c'est pas important? Non, cette prise en charge, elle a un coût. Et malheureusement, elle n'est pas aidée par le gouvernement. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde? Non, ce n'est pas vraiment à la portée de tout le monde, mais seulement le courage fait en sorte que vous pouvez y arriver. Avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination et beaucoup d'amour, vous pouvez y arriver. Alors vous, René Djibril, au quotidien, comme ça, un enfant qui est malade tout le temps, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peut-être envie de passer aux méthodes artisanales, traditionnelles?
Traditionnel dans quel sens? Je veux dire, le traiter à l'indigène, pour que ça coûte Non, parce que moi, je n'ai... Ou bien vous étiez accompagné? À partir du moment où il a eu déjà ces résultats qui sont sortis, qui étaient de rapport de c'était... Bon, je ne sais pas si ça se soigne à l'indigène ou pas, donc... Il y avait déjà un sujet à la Kentini, donc je ne vois pas pourquoi il va encore... Est-ce que c'est cher pour des cas comme ça? Ça coûte de l'argent, beaucoup? Beaucoup? Combien? Pendant une crise? S'il a fait une crise sur une semaine, par exemple? C'est de l'argent. C'est de l'argent. Je ne peux pas vous dire... C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est coûteux. C'est coûteux parce que quand je vois rien que le montant qu'on dépensait sur lui, sa mère et moi, c'est beaucoup. Vous aviez des parents qui étaient un peu moins nantis que vous? Vous en avez rencontré sur le chemin? Oui. Oui. D'accord. Alors, moi, je vais poser la question à vous, Amand, Happy. Dans le processus d'acceptation de la différence de son enfant, qu'est-ce qui fait plus mal? Est-ce que c'est le coût, c'est quand on pense au coût, ou bien c'est le fait tout simplement que sur le plan social, ce ne sera pas un enfant comme les autres? Mais je ne pense pas qu'il faut hiérarchiser les difficultés que les parents affrontent étant dans cette situation. Parce que toutes ces difficultés mises ensemble contribuent à anéantir les efforts émotionnels du parent. Et il faut les prendre toutes en compte lorsqu'on veut comprendre effectivement la problématique dans laquelle le parent se situe. Et ces difficultés, c'est effectivement au niveau, comme je le disais au départ, de l'enfant idéal qu'on a perdu, de l'enfant à venir et de son avenir qu'on ne voit pas. On se dit par exemple, lorsqu'on ne sera plus là, qu'est-ce qu'il adviendra de lui? Est-ce qu'il pourra un jour avoir un travail? Est-ce qu'il pourra se marier? On se pose des questions. Est-ce que dans notre contexte, le regard de l'autre aussi n'est pas... Parce que... Oui, c'est un des éléments centraux. Maintenant, qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Par exemple, on commence à vous traiter de sorcier, vous avez vendu votre enfant, vous êtes enrichi sur son dos, des choses comme ça. Ou alors, dans la dynamique familiale, il peut y avoir même des ruptures, c'est-à-dire des divorces. C'est-à-dire que le mari peut vous abandonner avec l'enfant, disant que il ne sait pas d'où cet enfant vient. Et vous voyez... une relation à laquelle vous avez donné beaucoup d'importance par le passé est celle qui vient vous trahir aujourd'hui. Et c'est difficile également à supporter. Et plus le coût financier que les soins nécessitent. Il faut transporter l'enfant à l'hôpital régulièrement. Si c'est dans le cadre, par exemple, d'une drépanocytose. Ou bien, l'amener voir plusieurs spécialistes lorsqu'on est dans le cadre de l'autisme. Aujourd'hui, on est avec un orthophoniste, demain on va voir le psychologue, après on va voir le kiné, etc. Donc, et ça coûte dans les combien la consultation à chaque fois? Ça va de 5 000, peut-être pour les hôpitaux publics, à 10 000, 15 000 en privé. Vous savez, c'est excessivement compliqué à évaluer. Je vous assure. Si vous voulez, on prend juste les calculatrices là maintenant, on essaie de voir en fonction des... J'ai une calculatrice, allons-y. Donc, disons-nous que pour prendre l'enfant en charge, on va convoquer ce que l'on appelle souvent un village de spécialistes. Et on va essayer d'énumérer ces différents spécialistes pour qu'on voit un peu. Mais vous pensez que une personne, une famille qui n'a pas, qui a à peine pour chacun des parents le SMIC peut arriver à... Comment est-ce qu'une famille... voilà, dites-nous, comment une famille qui vit à peine avec le SMIC peut arriver à encadrer son enfant excessivement autiste, compliqué, par exemple? Parce que encadrer un enfant autiste va au-delà des soins que les spécialistes peuvent lui apporter. Parce que l'environnement dans lequel l'enfant vit est également déterminant. Ça veut dire, par exemple, que il faut aménager un espace dans la maison où l'enfant puisse se retrouver. Or, beaucoup de familles qui vivent dans la promiscuité, du genre,
toute la famille dans une chambre ou bien toute la famille dans un studio, ça devient excessivement complexe. Comment est-ce qu'on va organiser la prise en charge de l'enfant même dans cet environnement? Mais on fait comment? Dites-nous. C'est Ben, vous les spécialistes, hein? C'est vous qui recevez à des coûts quand même, puisque vous êtes rare, hein, peut-être. Oui. En fait, le spécialiste, lui, je crois qu'il a déjà difficulté à détailler les coûts. Oui, parce qu'on peut le comprendre. En tant que parent, on ne peut pas se permettre de vivre dans un studio et de faire un espace uniquement à l'enfant. Ça demande beaucoup de frais qu'un parent ne peut pas payer. Parce que la consultation seulement chez un psychologue, c'est 20 000 francs. Et si on veut compter l'examen et l'évaluation que le psychologue doit faire à l'enfant, au Cameroun, on est encore un peu cher. C'est-à-dire que je ne vais pas dire un montant. Maintenant, après l'évaluation, là, il va falloir que le psychologue, qu'il mette un projet éducatif à l'enfant. Il va falloir peut-être, si l'enfant a un besoin, peut-être, on va dire, psychomoteur, l'enfant doit rencontrer un psychomotricien. Si l'enfant peut déjà rencontrer un orthophoniste, ce sera peut-être plus tard, mais l'éducateur spécialisé, lui, doit intervenir. D'accord. Donc, il y a tout ça. Il y a l'école ordinaire, il y a les différentes séances. Et une séance, je veux dire, une séance, c'est 10 000 francs minimum. Donc, alors, il faut voir un peu Magloire tout ça. Dormo, dites-nous, dans notre contexte, on fait comment? Si en plus on va dire quoi, du trouble, enfin, on est troublé par le fait quand même que l'enfant sera différent. Si en plus de ce trouble, de cette peine aussi, parce que c'est un peu de la peine aussi, hein, voilà, comment on fait si on n'a pas après les moyens de payer toute cette batterie de spécialistes? Si en plus, tout cet ensemble de si en spécialistes. plus des coûts émotionnels qu'engendre le fait d'avoir un enfant maladif différent, on n'a pas les moyens financiers, vous comprenez que c'est la catastrophe totale. Je vais reconnaître une chose, c'est que notre soeur qui est là, telle qu'elle a décrit la situation de son enfant à l'heure actuelle, je voudrais la féliciter, mais reconnaître que sa chance aussi, c'est qu'elle a eu un peu de moyens. Un peu, elle a beaucoup. Bien hein, sûr, c'est ce que je voudrais dire. 1 million, parce ce que n'est pour pas avoir, un peu, parce que tel qu'elle a décrit le niveau d'autonomie de son enfant, mais je dis waouh, un enfant autiste qui arrive à ce niveau-là. C'est ce que je voudrais dire aujourd'hui. Oui. Beaucoup de familles sont dans la pauvreté et la seule chose à faire, c'est que l'État vole au secours de ses enfants. Beaucoup de familles ne peuvent pas s'offrir ce luxe. Et c'est le moment d'interpeller vraiment vivement le ministère des Affaires sociales, parce que ces cas, on n'en a pas 1 million chez nous. Et puis, ce sont des personnes dont on peut sauver la vie. Mais on fait comment pour baisser les coûts à la consultation, par exemple, au pas de course? Mais vous n'allez pas aller voir un psychologue mais un psychologue, il doit payer son loyer, mais vous voulez qu'on fasse comment? C'est hors de porter carrément. Oui, mais sauf s'il faut dire encore que l'État a subventionné des services pareils. Mais je crois que ce qui renforce davantage le maraboutisme chez nous, c'est que les coûts sont aussi élevés. Si on a besoin, si on veut envoyer les malades chez les spécialistes, je pense qu'il faut vraiment qu'on subventionne, mais c'est tout ce qu'il faut faire. Combien comme peuvent déjà, même quand il faut aller à la Qu'est-ce qu'il faut subventionner? Quand il faut aller à la caisse, payer 1000 francs, il ne part pas. Combien il faut aller payer 20 000 francs chez un psychologue? Qu'est-ce qu'il faut subventionner avant qu'on ne prenne On est en train de sortir, on n'a plus que 2 minutes. Bon, ben, ça va être excessivement complexe parce que je n'ai même pas terminé de présenter le cadre dans lequel l'enfant est censé évoluer pour qu'on prétende à une prise en charge de qualité. Maintenant, ajouter à tout ça les coûts qui sont excessivement élevés dans notre contexte et la panoplie de spécialistes qu'il faut rencontrer. Ce qui fait que, on ne peut que interpeller les décideurs. Il n'y a que eux qui peuvent effectivement prendre en charge, prendre en main l'intervention dans le handicap de façon générale. Mais est-ce que vous ne pouvez pas un peu baisser quand même les coûts des fois en privé Parce que c'est rare d'avoir des spécialistes, vous n'êtes pas... C'est pour ça qu'on se donne au maximum comme on peut pour essayer d'aider les familles. Parce que si on devait rester scotché, figé sur ces prix, je ne suis pas sûr que beaucoup d'enfants recevraient les soins dont ils ont besoin. Aline, permettez-moi, je vais sortir par là. C'est un crime que j'ai pas d'ici. Oui, parce qu'on n'aura même pas la synthèse. Le cas du monsieur s'avère poser un problème grave. Oui. Il s'avère donc qu'il a fait un enfant avec une femme avec qui il ne devrait pas en faire. Et ce qui me permet d'interpeller rapidement nos jeunes filles, il faut faire vos examens avant d'aller avec une personne.
Il faut faire... Ce n'est pas que des examens prénuptiaux, même si on non, va pas se marier avec la prénuptiaux. personne. Il faut connaître, par exemple, si on est AS, si on est SS, son électrophorèse. Il est impératif pour tout jeune de faire son électrophorèse. De sorte que si tu rencontres quelqu'un, la personne te dit je suis AA. Si tu es AA, moi par exemple je suis AA, par exemple tu peux dire ok c'est machin, mais si tu es AS, il faut savoir tu ne peux aller qu'avec quelqu'un qui est AA. C'était une parenthèse. Donc il est important de plus avant de sortir d'ici. Le thème de ce soir, oui. Ok, en fait ce que je voulais demander tout à l'heure, vous parliez des coûts, de comment est-ce que les professionnels peuvent réduire les coûts. Nous sommes réunis en association de parents d'enfants autistes. Ah, ça c'est pour le cas des enfants. Parce qu'après, il y a des enfants différents, il n'y en a pas que des autistes. Il y a des enfants, des prisonniers, 21, voilà. Il y en a beaucoup. Hein. C'est parce que, bon, on a eu la chance de l'avoir sur le plateau. Il y en a beaucoup comme ça. Mais pour cet ensemble d'enfants, qu'est-ce qu'on fait? On interpelle tout simplement les bonnes volontés à leur venir en aide. Oui, parce que le gouvernement n'a encore rien mis sur place pour soutenir tous les parents d'enfants handicapés. Ou bien on se rapproche des associations. Allez sur Facebook, hein, allez sur les plateformes Facebook. Facebook, ce n'est pas seulement pour aller regarder comment X ou Y ou bien publier des photos. C'est aussi le moyen de rentrer dans des groupes. Hein. Il y a des groupes pour soutenir les parents qui ont perdu des enfants. Je suis rentrée dans un merveilleux groupe comme ça où les mamans se soutiennent. Hein. Les mamans, je sais comme ça qu'elles s'appellent. Vous avez la possibilité aussi de rentrer dans ce type de groupe. Là, on va sortir avec vous hein, pour les enfants différents. Qu'est-ce que les familles devraient faire? Je le dis chaque fois aux parents avec qui je travaille. Vous ne pouvez obtenir des choses meilleures pour les enfants que si vous vous mettez ensemble et que vous parlez d'une seule voix. Parce que, effectivement... Mais si c'est des familles monoparentales? Il y a un parent. Et quand je dis ensemble, c'est en association, effectivement. Ça veut dire que... tout faire pour défendre les droits de vos enfants, c'est-à-dire le droit à la santé, parce qu'un enfant autiste, rien n'empêche qu'il ait le palu. Mais comment est-ce qu'on fait pour se dire que malgré qu'on a dit, parce qu'il y a pardon, c'est pour terminer, hein, il y a des villages où on va vous dire que, ok, c'est un mauvais enfant, mettez-le au bord de l'eau et il part. Sensibilisation. Vous savez, on est dans un environnement qui a ses pratiques culturelles. Je crois que le sociologue à côté est revenu dessus. Voilà, effectivement. Donc ça fait partie des pratiques culturelles. On cherche des solutions parce qu'on n'a pas l'information. Voilà. Mais moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je me dis, en tant que psychologue, il y a une démarche scientifique qu'on doit suivre si on veut apporter de l'aide de manière efficace aux parents et de l'aide de manière efficace à l'enfant. Parce que si le parent, lui, reste embrigadé, reste prisonnier de ses émotions négatives, pénibles, il va les transférer sur l'enfant, ce qui va biaiser la qualité de l'évolution même de l'enfant, qui va rester dans une inadaptation permanente. Et pourtant, avec une bonne intervention, on voit que l'enfant peut commencer à faire des choses intéressantes. Alors, on va seguir. Mais j'espère que vous, sur la page Facebook de l'émission, vous tapez Intime Conviction au pluriel. Vous aurez la possibilité, hein, pourquoi pas, d'interagir avec le docteur Magloire Ndormo, par exemple, qui est très actif sur la toile, mais aussi Armand Api, qui est pédopsychologue. Hein, vous avez la possibilité d'interagir. Je pense que vous allez pouvoir défiler et répondre aux préoccupations des internautes. Merci René d'être passé par ici. Merci Amélie. Oui. C'est sûr que Nathan, de tout là-haut, il va être content. Papa a parlé de moi aujourd'hui. Il m'a fait une fleur. Ça me fera toujours plaisir de lui rendre toujours un hommage comme ça. Oui. C'est les hommages qu'il va lui rendre, ça ne finira jamais. Oui, oui, hein, l'amour pour votre enfant ne se terminera jamais. Merci d'être ici. Merci. Il va être très content, Eric, aussi, de voir sa maman à la télévision ce soir. Merci beaucoup, merci. C'est très gentil de nous avoir invités. Voilà, donc si vous voulez les contacts des différents panélistes, hein, que ce soit celui de Emma, pour savoir quelles ont été ses astuces hein, pour arriver au résultat auquel elle est aujourd'hui, n'hésitez pas à entrer dans la messagerie privée de l'émission et puis on vous remettra les contacts qu'il faut. Pour ce soir, c'est terminé. On se retrouve lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Prenez vos précautions.